Très belle et bonne année avec le Mac d'Esther au programme. Cette fois-ci, l'installation au Japon de Facility, la commercialisation du Caprop de Kamax et un retour à l'IRCER pour parler céramique. Le Mac d'Esther, c'est parti. Facility est une solution numérique qui permet d'adapter les supports tels que site internet ou extranet à différents types de handicaps, du grossissement des textes à des pathologies beaucoup plus lourdes. C'est la start-up du même nom qui assure recherche et développement et déploiement de l'outil à l'international. Alors, le développement à l'international d'une société et d'un produit comme le nôtre, Facility, a nécessité tout d'abord le recrutement de personnes localement, qui sont des gens qui sont férus et intéressés par l'international, qui sont des gens qui ont l'habitude de pouvoir traiter des marchés sur les cibles que l'on peut avoir, c'est-à-dire les États-Unis et le Japon pour nous. Donc c'est passé par le recrutement de spécialistes de l'international. Et puis ensuite, le développement nécessite notamment d'avoir des ressources en interne, soit pour produire, soit pour continuer ce développement technologique ou R&D que l'on est amené à faire. Une opportunité de se développer au Japon à l'invitation des Japonais eux-mêmes, puisque c'est eux qui nous ont repérés à Limoges et qui nous ont demandé de venir présenter Facility au Japon en fin d'année dernière. Et cette présentation organisée par les Japonais s'est tellement bien passée qu'aujourd'hui on a créé une filiale et on a une société basée à Tokyo. Il faut absolument un partenaire local puisque la barrière de la langue et la barrière culturelle sont très importantes. Il y a très peu de Japonais qui parlent un anglais suffisamment courant, même dans le milieu des affaires, pour pouvoir échanger directement avec eux. Et puis il faut être présent sur place pour pouvoir répondre à chaque demande à l'instant T. En hiver, on a 8 heures de décalage avec eux, ce qui fait que voilà, on peut pas tout traiter d'ici. C'était important d'avoir un partenaire local, ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Installé à Limoges avec une filiale au Japon, Facility n'oublie pas l'Amérique du Nord où son développement est moins rapide qu'escompté. Les services publics adoptent en effet une attitude protectionniste. C'est donc le privé qui est désormais la première cible. Il faut avoir de l'audace, il faut y aller en tant que winner, il faut y aller en tant que le produit de rupture et une vraie innovation. Il faut vraiment leur prouver qu'on apporte une vraie rupture et que l'on est capable de leur apporter du point de vue business des vrais avantages. On peut être un produit de l'accessibilité, la finalité est tout de même d'augmenter leur part de marché, d'augmenter leur part de clientèle. Aujourd'hui, dans la mesure où Facility s'adresse à des personnes avec des déficiences, telles qu'elles soient liées à l'âge ou à un handicap, cela est pour autant une cible intéressante du point de vue pouvoir d'achat pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, nous avons tous des populations vieillissantes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et donc, il faut avoir ce discours à la fois de rupture, d'innovation, mais aussi tout de suite avantage transformation business derrière. Pour répondre à la demande, l'entreprise doit recruter et c'est là que le bas blesse. Notre difficulté, c'est d'aller chercher non pas 1 ou 2 collaborateurs, mais peut-être une pléiade, c'est-à-dire 7, 8, 10, 15, 50 collaborateurs, qui sont des collaborateurs avec des vocations ou des spécialisations différentes. Et ces spécialisations vont nous permettre de nous positionner et de tenir la dragée haute à l'ensemble du marché international. Il y a évidemment un problème d'attractivité. Aujourd'hui, on se confronte à des candidatures qui refusent tout simplement d'étudier le poste parce qu'on est basé à Limoges. Et puis ceux qui étudient le poste, ceux sur lesquels on va jusqu'au bout de la démarche et qui sont d'accord sur l'ensemble des conditions proposées, se rétractent assez rapidement, tout simplement en se rendant compte qu'il faut venir travailler à Limoges. Et même quand on propose un travail à distance, qui ne nécessiterait qu'une ou 2 journées de présence sur le site, on nous oppose les moyens de transport qui ne permettent pas d'envisager de se déplacer rapidement dans une journée en faisant une journée de travail complète sur Limoges. Kamax est un pur produit limougeaud, c'est une innovation mondiale aussi et c'est une des pépites du parc Esther Technopole. Alors le Caprop est une plateforme d'imagerie optique qui combine différents modes d'imagerie, microscopique classique et microscopique polarimétrique, donc une technologie très avancée. C'est une innovation qui est mondiale, qui appartient donc à Kamax et au CNRS et à l'Université de Limoges. Donc c'est un produit innovant qui permet de traduire des modifications biologiques grâce à des images et des images quantitatives. Alors si on reprend l'historique du projet qui est issu de mes travaux de thèse que j'ai réalisés en 2010 donc à l'Institut XLIM, Institut CNRS de Limoges, il aura fallu 8 ans pour arriver à un produit commercialisable, certifié et qui montre la plus-value dans le domaine d'activité qui est la cosmétique, notamment grâce à des images sur le cheveu ou sur la peau.
Caprobe, le système de Camax permet d'étudier tout type de fibres, mais également des structures minérales et tout naturellement le derme. Les premiers contacts dans la cosmétique sont venus principalement sur les crèmes pour la peau, donc des produits anti-âge. On a fait nos premières études il y a quelques mois maintenant avec des géants de la cosmétique et notamment l'entreprise Silab, donc basée à Brive, sur des tests d'activité de produits qui ont permis de révéler l'efficacité d'un actif cosmétique sur le derme de la peau. C'est un cheveu vu avec notre innovation, notre tête d'imagerie polarimétrique quantitative. Aujourd'hui, ce qu'on voit ici sur ce cheveu, c'est une réponse, on va dire, uniforme. La lumière traverse tout le cheveu et on a une signature spécifique de ce cheveu qui est un cheveu qui a subi des traitements chimiques, qui a été décoloré. Et là, on permet de prouver à l'industriel l'impact de son produit sur le cheveu. Oui, d'un point de vue déjà qualitatif, on voit que toute la lumière traverse le cheveu. Donc on a une réponse vraiment uniforme des fibres de kératine du cheveu. Et si on passe maintenant sur un cheveu qui a été donc non traité, on voit que les pigments de mélanine nous empêchent de faire la mesure et la fibre de kératine donc, est moins accessible, ce qui nous permet de quantifier l'effet. L'image est basée sur des coupes de peau que l'on plaque sur des lames et on va regarder donc l'effet sur la matrice extracellulaire et donc sur le derme d'un produit, donc d'une crème qui a été placée, on va dire en surface et qui a migré sur les fibres de collagène et d'élastine de la matrice extracellulaire. Dans un premier temps, vu que nous sommes une jeune entreprise, il faut prouver notre sérieux et surtout l'efficacité, la plus-value de notre technique. Donc souvent ce qui se passe c'est qu'on fait des prestations de service, on teste sur des lames, on teste des produits, que ce soit sur le cheveu ou sur la peau et en fonction du volume d'affaires, après les clients donc, prennent notre solution et achètent le dispositif et la solution dans son ensemble. Le financement d'une start-up issue de la recherche publique est un subtil mélange entre fonds publics et privés. On a eu principalement au début des financements publics avec des structures comme l'incubateur qui nous ont aidés à maturer le projet. Après, quand on enclenche le processus de création d'entreprise, il faut déjà se mouiller un petit peu personnellement en apportant des fonds et des capitaux propres. Et pour Camax, on a eu la chance de croiser donc des fonds d'investissement et aussi des business angels, notamment Jean-Louis Colombier, qui a permis de financer en 2015 un premier tour à hauteur de 400 000 € pour la R&D et pour finaliser le dispositif. Et le dernier tour, donc pour la commercialisation, où on vient aujourd'hui de lever 450 000 € avec notamment Sofimac et Limousin Participation et aussi Dynalim qui nous suit depuis le début dans ces levées de fonds. Il y a toujours un juste équilibre entre le public et le privé pour financer le développement d'une société comme la vôtre. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est quasiment du 50-50, on va dire 60-40 entre les fonds privés et les fonds qui sont aussi des fonds régionaux. Donc là, la région aussi Nouvelle-Aquitaine et anciennement la région Limousin nous suit et continue à nous suivre dans notre développement. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un savant mélange de fonds privés et publics. Si l'industrie cosmétique française figure dans l'élite mondiale, le développement de Camax se fera également à l'international. Par rapport à un salon qu'on a récemment fait, donc qui est le salon Cosmétique 360 au Louvre à Paris, on a rencontré notamment des gens extérieurs à la France et notamment le CTC qui est le centre du cheveu référent, on va dire, à Barcelone. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'approche pour expliquer aussi hors de nos frontières la plus-value de notre technologie. Ça, c'est la piste de développement à l'international. Oui, c'est une des premières pistes de développement à l'international. Et aujourd'hui, je vais dire que par rapport aux études qu'on a menées, c'est très intéressant de s'ouvrir à l'international puisque le marché est mondial. L'Institut de la recherche sur les céramiques est installé sur le parc d'Ester au sein du Centre européen de la céramique. Étudiants, enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs travaillent sur plus de 8000 m². L'Institut de recherche sur les céramiques, derrière cet acronyme, il y a deux grandes filières scientifiques.
une dédiée aux procédés céramiques et l'autre dédiée aux procédés de traitement de surface. On est 108 personnels permanents et on a un nombre total de personnel de 200 personnes. Donc la différence, ce sont des chercheurs en contrat, comme des personnes en thèse ou des CDD ou des post-doc. Premier labo, premier avertissement. Ici, on cherche à l'échelle nanométrique et on reste discret. Et ce que nous faisons, ce n'est pas des matériaux de taille macroscopique, mais on fait des matériaux en film mince, c'est-à-dire de très petits matériaux qui vont être intégrés dans des microsystèmes. Alors la taille de ces matériaux, c'est finalement beaucoup plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, puisque c'est 1000 fois à 1500 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Ils peuvent servir à avoir des microsystèmes performants, donc on va les retrouver dans des microsystèmes que vous pouvez avoir dans vos téléphones portables, ou des microsystèmes qui peuvent aller dans l'espace, ou encore des microsystèmes qui vont servir à déclencher les airbags des voitures. C'est une machine qui sert donc justement à faire des films minces par ablation laser. Donc on a un laser qui est impulsionnel, et puis ce laser va être focalisé sur une cible, et si ce laser est suffisamment énergétique et puissant, eh bien on va pouvoir pulvériser quelques atomes de la cible pour les déposer sur un substrat placé en vis-à-vis. Ici il s'agit d'iridium. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, donc il y a un plasma qui est le 4e état de la matière, et donc ce plasma qui est chargé d'espèces lumineuses et d'atomes et d'ions et d'électrons va se déposer sur un substrat donc, qui est placé en vis-à-vis. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont finalement les dépôts qu'on va réaliser sur ces substrats, et on va jouer avec les différents atomes à notre disposition. Donc finalement, notre terrain de jeu, c'est le tableau périodique des éléments. Un peu plus loin, dans un autre labo de l'Institut de recherche sur les céramiques, c'est la chimie qui est impliquée. Ici, on prépare une poudre céramique. Ce que l'on prépare, c'est ce que l'on appelle de l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, si vous voulez, ça va être un analogue de la partie minérale osseuse. C'est-à-dire que si on regarde l'os, dedans, il y a une partie minérale. Pour les chimistes, c'est de l'hydroxyapatite, et une partie organique, collagène et cellules osseuses. On va pas l'utiliser tel quel. Quand il sort, il va falloir le filtrer, le nettoyer, enlever tout ce qu'on appelle les résidus de synthèse. Et ensuite, cette poudre, elle va pouvoir être utilisée de deux façons différentes. La première, c'est pour faire ce qu'on appelle des revêtements, pour aller sur des prothèses métalliques, type prothèse de hanche, prothèse de genou, et assurer l'interface entre l'os et le métal constitutif de la prothèse. Et la deuxième application, ça va être pour faire des substituts osseux. Et là, on va faire appel à différents procédés céramiques mis au point au laboratoire, qui vont nous permettre en fait de faire des petits substituts osseux avec des géométries, des tailles de pores particulières, pour pouvoir remplacer des petits bouts d'os quand on a une petite tumeur, ce qui va être curé, un accident, ce genre de choses-là. Ce qu'on appelle du comblement osseux. En développement permanent, les céramiques font l'objet de recherches poussées pour de nouvelles utilisations. Dans mon domaine, plus principalement, je vais m'intéresser à l'élaboration de céramiques, mais qui ont des propriétés destinées à être utilisées à de très haute température et sous des contraintes environnementales, par exemple d'oxydation ou de corrosion, donc liées à ces hautes températures. Donc on va chercher des matériaux céramiques un peu différents de celles qu'on rencontre dans la nature, par exemple, et on va essayer de développer des liaisons très fortes entre les éléments chimiques pour que ces matériaux restent performants à très haute température. Et les principaux, débouchés ou domaines qui s'intéressent à ces céramiques-là, c'est les domaines de l'aéronautique, du spatial, également du nucléaire, notamment pour les gaines de combustible, c'est-à-dire avoir des matériaux qui sont très résistants mécaniquement et à des effluents très corrosifs en fait. Alors que le futur site de stockage de déchets radioactifs de Bure fait l'actualité, à l'IRSER se prépare un nouveau produit à base d'argile, produit qui par son expansion et ses capacités isolantes pourrait enrober les conteneurs. Nous avons fait différents traitements thermiques sur cette argile à l'aide de procédés industriels, et nous faisons des géopolymères à l'aide de cette argile de façon à ce que ces matériaux soient injectés dans le futur laboratoire et le futur centre de stockage des matériaux radioactifs. Ça va du bâtiment jusqu'à la défense finalement. Voilà.
Donc ces matériaux, par exemple, ici, c'est une couche de différents types de matériaux géopolymères. Il y a un matériau dense, un matériau poreux, et on a réalisé une antenne pour le laboratoire XLIM qui va être testée pour faire une barrière au niveau des radiations pour les hyperfréquences. Retrouvons maintenant notre hydroxyapatite qui est désormais réduite à l'état de poudre et dont la destinée est une projection sous pression vers un support. Le cold spray, c'est ça. Dans cette enceinte, on va réaliser des dépôts par projection entre guillemets thermique via le procédé cold spray. Donc on va pouvoir projeter des matériaux métalliques et surtout céramiques. C'est ce qui nous intéresse dans notre cas. On va utiliser du gaz sous pression pour créer un flux assez rapide et envoyer les particules avec une certaine vitesse à la surface du matériau. Au-delà du médical, d'autres applications possibles? L'industrie aéronautique ou l'industrie énergétique. Avec des partenaires publics et privés? Oui, alors on a travaillé avec des partenaires, enfin on va travailler avec des partenaires industriels et avec un partenaire qui est le centre de transfert Citra. Voilà, le procédé a été acheté grâce à des fonds de la région, des deux certes. Ici, des fonds régionaux, plus loin des subventions européennes, mais comment se finance l'Institut? On appartient à deux organismes, donc l'université de Limoges et le CNRS. Donc chaque tutelle finalement nous donne de l'argent de fonctionnement ou des fois de l'équipement, mais principalement de l'argent pour fonctionner justement. Donc annuellement, on a une subvention d'État, qu'on appelle ça, de l'argent récurrent, donc qui tombe tous les ans. Donc cette subvention, elle est plus ou moins en augmentation, en baisse, mais assez stable, donc on sait où on va. Donc tout ça, ça suffit pas du tout pour fonctionner. Malheureusement, ce serait trop facile. Donc il faut aller chercher de l'argent ailleurs, principalement sur des contrats industriels. Donc nous, on a de la chance d'avoir quand même une recherche assez appliquée et puis très ciblée. C'est une niche à Limoges sur les céramiques. Donc on a une visibilité nationale, internationale. On a des relations très pérennes avec l'industrie. Donc on arrive pour l'instant assez facilement à appliquer nos matériaux et donc à avoir des contrats industriels. L'attractivité de Limoges n'est plus à démontrer. On vient étudier ici et la relation perdure après avoir quitté le site en étant en entreprise. Je suis ingénieur de formation. Plus précisément en sciences de la matière inorganique. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était plutôt ce qui était stockage de l'énergie électrique. Via un stage de dernière année en école d'ingénieur, j'ai effectué un stage en collaboration avec le CEA-Saclay et l'Université de Limoges. Ça s'est débouché en fait, sur une thèse qui m'a permis en fait, de développer mes batteries à moi avec de l'argile en fait. J'ai fait ma formation ici, qui a démarré sous la forme d'une thèse, thèse CIFRE, et quelque part au jour d'aujourd'hui, l'activité que l'on a, qui donc était au départ une start-up, au jour d'aujourd'hui on a sur la Technopole une entreprise qui est de 60 personnes, qui est pérenne depuis au moins une quinzaine d'années avec cet effectif, ce haut effectif. On a un groupe qui a 120 sites dans le monde. Nos clients sont quelque part, je dirais, des clients entre guillemets du luxe technique, ça va être notre cœur de métier bien connu, c'est la Formule 1, mais on a aujourd'hui des diversifications dans le oil and gas, dans le médical, des choses comme ceci, et ceci s'appuie sur une compétence scientifique que l'on doit avoir, que l'on a par les gens que l'on a dans l'entreprise, mais aussi les liens que l'on a ici. Assurément, les liens entre l'IRSER et les entreprises sont solides et durables. Un écosystème favorable existe désormais sur le parc d'Esther. Justement, c'est une des forces du site de Limoges, parce que sur place, on va retrouver l'IRSER, qui est un laboratoire de recherche, donc avec des études très en amont. Ensuite, quand un produit est développé et prêt à être maturé, on a la chance d'avoir deux centres de transfert, un dédié aux céramiques, le CTTC, un dédié au traitement de surface, c'est le Citra. Donc voilà, on a la chance d'avoir une agence de valorisation de la recherche universitaire de Limoges, la VRUL, avec un incubateur. Donc on a tout pour faire maturer notre recherche et qu'elle sorte ensuite. Le but, c'est pas qu'elle reste au laboratoire, on accompagne et ensuite elle sort du laboratoire via les centres de transfert, création de start-up et directement aux PME locales. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.